Bienvenue donc à cette édition donc spéciale de Jacques Roger Show et votre émission donc d'analyse, le Labo Côte d'Ivoire. À 3 mois donc des élections donc présidentielles, on peut dire donc la question est tout donc sur toutes les lèvres. Le scrutin prévu pour le 20 octobre 2025 aura-t-il réellement ou bien pourra-t-il réellement se tenir dans des conditions crédibles et à la date annoncée? Pour décrypter, ces chers amis, donc l'ensemble donc, des signaux politiques, les tensions et les manœuvres des acteurs, je reçois, comme d'habitude, comme la semaine, il y a déjà 2 semaines, Maître Bogassako Gervais, qui est le président donc, de la FIDOP et analyste, donc j'allais dire oui, analyste donc, des droits humains et de la démocratie. Maître Bogassako, bonjour encore une fois. Comment allez-vous? Bon- bonjour, cher ami Jacques Roger. Bonjour à tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur la télé de Jacques Roger. C'est toujours un plaisir de parler de la Côte d'Ivoire, en même temps qu'on a beaucoup de pincements au cœur parce que ce pays ne mérite pas tout cela. Mais bon, en tant que natif, nous avons le devoir d'analyser objectivement et de faire des propositions pour sauver des vies humaines, pour sauver la Côte d'Ivoire. Et c'est le défenseur des droits de l'homme qui parle. Je suis toujours heureux quand Jacques Roger me reçoit. Il a la particularité de m'appeler maître. Sinon, c'est docteur Bouga, mais c'est pareil, je veux dire. Sinon, j'ai fini avec la maîtrise depuis très longtemps. Mais ce n'est pas toujours mauvais parce que c'est un peu une sorte d'avocature que de défendre les droits de l'homme. Et je comprends très bien. Voilà, merci, docteur Bogassako. Et comment se passe déjà votre séjour aux États-Unis? On peut parler de l'exil. Là, c'est confirmé maintenant, docteur. Oui, tout à fait, parce que je n'ai pas d'autre choix que de me ranger dans le statut des réfugiés. C'est vrai que j'y suis habitué, mais j'essaie de faire au mieux quand on se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien. D'abord, il faut assumer son statut de non national et donc se mettre en conformité avec les lois et tout ce qui va avec. Donc, oui, j'essaie d'aller au mieux chaque jour. Les journalistes n'arrêtent pas de me consulter. Et si je devrais même faire des interviews, ce serait au jour le jour. Mais je choisis des moments opportuns au regard aussi de l'actualité, parce que depuis, le chef de l'État ivoirien dit qu'il s'en va réfléchir, et ça fait un peu longtemps. Entre-temps, l'actualité évolue, et donc j'ai accepté cette interview, et j'ai accepté de me mettre à la disposition des Ivoiriens, des Africains, et chaque semaine avec Jacques Roger pour les samedis, je crois, à 10 heures, heure des États-Unis, donc 14 heures d'Abidjan, et ce qui voudrait dire 16 heures en France, il me semble, pour mettre les uns et les autres au fait de l'actualité. Voilà, merci beaucoup, docteur Bogassako. Alors, nous allons aller rapidement, on va aller très rapidement, puisqu'on a à peu près 1 heure de temps. Il nous reste même 45 minutes déjà. Voilà. Alors, on va aller rapidement avec le premier sous-thème, c'est donc la traque, j'allais dire, aux opposants. Euh, Pourquoi, selon vous, observe-t-on une intensification des arrestations, des intimidations contre des figures de l'opposition et surtout les cadres du PDCI hier? Merci. C'est une question qui, en elle seule, regorge un certain nombre d'éléments qu'il faut exposer aux Ivoiriens et aux Africains, à tous ceux qui nous suivent. Je voudrais, d'entrée de jeu, exprimer toute ma solidarité à tous ces compatriotes qui sont traqués, qui ont dû fuir la Côte d'Ivoire et qui sont même aujourd'hui encore dans l'insécurité. J'avoue que c'est un peu curieux que le pouvoir d'Abidjan se déploie, en tout cas déploie sa machine répressive, dictatoriale contre les militants, les leaders, particulièrement du PDCI-RDA. Je n'en suis pas un, mais j'ai été l'un des tout premiers à faire les frais de ce pouvoir-là. Et quand je m'en allais d'Abidjan, malgré moi, ce vendredi 13 juin 2025, ils étaient un peu sceptiques, celles de ceux qui voyaient ma situation. Ils estimaient peut-être que j'avais exagéré et que voilà. Mais j'ai eu le nœud creux et je remercierai toujours, chaque fois que de besoin, le divin qui a sa main sur moi et qui me protège dans ce que je fais parce que je ne fais rien de mal. Je ne fais que œuvrer
pour la paix dans mon pays, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour la paix dans le monde. Donc, je suis solidaire de tous ces leaders qui ont été traqués, tous ces jeunes du PDCI RDA qui ont été arrêtés, qui croupissent dans les geôles du pouvoir d'Abidjan, un pouvoir qui est dans une posture assez inquiétante. Et je m'avais donc abordé l'une des premières raisons. Cher ami Jacques Roger, il faut le dire tout net, le pouvoir d'Abidjan, en tout cas M. Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, a peur. Le pouvoir d'Abidjan a peur. Je crois que la peur a changé de camp. Ils ont été trop gonflés. Ils ont été trop guindés. Ils ont été trop sûrs d'eux. Et là, ils sont dans le doute. Et ils sont dans la panique. Et je crois que la panique s'est précisée lors de leur congrès qui a eu lieu à Abidjan. D'abord, au palais, non pas au palais des sports, au parc des expositions, et puis ensuite au stade Ebimpe. Je crois ils ont commencé à paniquer lorsqu'ils ont eux-mêmes vu en face la possibilité d'un refus de M. Ouattara de briguer le quatrième mandat. Mais ce qui les a mis dans le doute, ce qui a fait reculer M. Ouattara pour que, à ce congrès-là, au stade d'Ebimpe, il ne se prononce pas, ce sont les organisations, j'allais dire, la façon dont l'opposition s'est organisée et s'est mise en branle pour contre-attaquer. Parce que les discours étaient trop, j'allais dire, étaient trop belliqueux, étaient trop assurés, étaient trop vindicatifs, étaient trop, oui, oh là, l'opposition, ils font rien, c'est une poule mouillée, ils sont perdus, ils peuvent rien apporter, déjà qu'ils aillent se chercher, Laurent Gbagbo est fini, qu'est-ce que Tidiane Thiam peut faire, il se cherche, on l'a rayé de la liste, il n'y a rien, et puis voilà. Et même lors de la dernière sortie de M. Bitogo sur France 24, il y a un élément qui n'a pas échappé aux observateurs avisés. Il disait tantôt que il n'y a rien, le pays va bien. Bon, si d'aventure le pays était coincé, en ce moment-là, peut-être M. Ouattara sortirait. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, tous ces discours ne rentrent pas dans les oreilles de sourds. Et peut-être qu'il faut dire aussi merci au président Laurent Gbagbo qui a haussé le ton, depuis son dernier meeting qui s'est déroulé du côté de, je crois que c'était pas Oué plutôt, qui s'est déroulé donc à Abidjan, où il a dit clairement que puisque vous voulez qu'on fasse la guerre, on voulait qu'on fasse la bagarre, ben on va faire la bagarre. Il n'a pas dit la guerre, mais ce sont des, des, des mots synonymes qui veulent simplement dire puisque vous voulez que nous nous affrontions, nous allons nous affronter. Et je pense que ce discours-là a fait peur. Il a fait peur et M. Ouattara a reculé. Du coup, il a estimé vouloir respecter un peu la Constitution en ne se prononçant pas à EBIP. Mais ça, c'est tout nouveau parce que M. Ouattara, je suis pas sûr que ce soit un chef d'État qui respecte les lois que lui-même, il a voté ou promulgué autant pour moi. Donc voilà. Donc le pouvoir a reculé. Dans sa panique, il frappe tout, il frappe partout. Je suis même surpris, ahuri qu'on dise que le PDCI était en train de préparer un CNT. Mais vraiment, je souris parce que, vous savez, ils sont au pouvoir, ce sont eux qui ont les renseignements généraux, ce sont eux qui ont toutes les forces, donc ils inventent. On dit trouble à l'ordre public, on vous prend pour un rien, on fabrique les chefs d'accusation. Voilà un terroriste qui vous parle hein, ce matin. Vous voyez, donc, moi, je ne suis pas surpris. La première raison que je puisse donner pour que le pouvoir d'Abidjan se mette en branle dans tous les sens, c'est qu'il panique. La peur a changé de camp, mais c'est certainement parce que M. Ouattara a compris que s'il annonce un quatrième mandat, le pays pourrait tomber dans un chaos. Et donc, il a pris peur. Il est en train de chercher plutôt des voies et moyens pour annoncer d'autres candidatures, mais en tout cas une que tout le monde soupçonne. Et donc, il pense qu'en muselant le PDCI, alors pourquoi spécialement le PDCI? Mais aujourd'hui, de tous les candidats, c'est vrai que le président Laurent Gbagbo fait peur, il peut faire peur, mais c'est lui qui, aujourd'hui, en analysant toutes les candidatures, qui paraît redoutable. Parce qu'il est, si vous voulez, la copie du profil de M. Ouattara. À l'international, c'est un
un monsieur qui est très respecté et qui fait respecter l'Afrique, tout le continent, et davantage la Côte d'Ivoire. La communauté internationale le respecte. C'est un monsieur qui est dans toutes les sphères internationales des grands milieux. Quand le G7 se réunit, quand le club olympique dans le monde se réunit, il a toujours fait partie de M. Tidjane Thiam. Et donc, il faut effrayer ce parti-là. Et peut-être que, comme M. Ouattara lui-même, il a flirté avec le président Oufouette, ils se disent que le PDCI n'est pas un parti de guerriers, de combattants. Donc, en arrêtant Pierre ou Paul, quelques éléments, ça va les effrayer. Voilà. Je salue M. Brendoumi, qui a eu le nœud creux et qui se retrouve du côté de l'Europe, notamment du côté de la France. Je salue aussi le jeune docteur Chérif Ousmane, mon cadet, qui lui aussi a pu se frayer un chemin pour se retrouver en Angleterre. Il ne faut pas qu'on désespère. Le combat que nous avions commencé en Côte d'Ivoire, nous sommes bien placés maintenant pour le continuer parce que, M. Ouattara, vous connaissez son schéma. Il y a le côté national, mais il y a eu le côté international. Aujourd'hui, il a coupé lui-même beaucoup de ses ailes à l'international avec ses affaires de troisième mandat. Et donc, du coup, il faut qu'on use de cela aussi pour qu'à l'intérieur, le combat puisse porter. Voilà ce que je puis dire sur cette stratégie de poursuivre, de traquer les militants du PDCI et naturellement les acteurs de la société civile comme les docteurs Boga Sako Gervais. Et j'ai dit. Voilà, merci beaucoup, docteur Boga Sako. Alors, peut-on encore espérer donc un climat apaisé et équitable pour la présidentielle, à votre avis? Ah oui, c'est possible. C'est-à-dire que le RHDP a toujours estimé que la politique, c'était un rapport de force. Maintenant que petitement, le rapport de force commence à basculer en faveur de l'opposition, je pense que la table des négociations va enfin s'ouvrir. Parce que, écoutez, depuis 2 ans maintenant au maximum, sinon 1 an et demi à peu près, nous ne faisons que réclamer un dialogue politique. On dit oui, on a fait des dialogues politiques, et le 5e dialogue politique, etc. Non, chers amis, je suis désolé. De tous les colloques nationaux ou internationaux auxquels j'ai eu l'honneur de participer, pour la plupart des universitaires, ils le savent. Si un colloque doit avoir des effets de suivi, il y a des recommandations. On met en place toujours, à la fin des travaux, un comité de suivi. La Côte d'Ivoire, au dialogue politique numéro 5, auquel j'ai eu l'honneur de participer, de décembre 2021 à mars 2022, nous avons fait des recommandations. Parmi les recommandations, on a demandé la mise en place d'un comité de suivi. Généralement, le comité de suivi comprend les partis qui se sont parlé, qui ont participé au dialogue, notamment la partie gouvernementale avec le RHDP, l'opposition politique et la société civile. Un comité tripartite qui allait suivre la mise en œuvre des résolutions. Ils s'y sont refusés. À partir de ce moment-là, ce sont eux qui appliquent quand ils veulent, ce sont eux qui refusent d'appliquer quand ils veulent. Donc, c'est à leur merci. Et donc, aujourd'hui, la réforme de la CEI n'a pas eu lieu. L'audit de la liste électorale, ça n'a jamais été touché. Mieux, j'allais dire pire, ils ont osé même extraire des personnes de la liste électorale. À partir de ce moment-là, ce dialogue politique de 2000, le 5e dialogue politique est caduque. Et donc, l'opposition, la société civile estime qu'un nouveau dialogue s'impose. Ils ont fait des sorties, vous lisez bien leurs sorties. Ils estiment que si Laurent Gbagbo, en 2010, avait été contraint, obligé d'exprimer M. Ouattara sur la liste électorale, c'est parce que le rapport de force était à leur faveur. Aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger. Et donc, il faut peut-être être rassuré que très bientôt, d'ailleurs, même ils ont commencé, c'est qu'ils sont allés faire avec la CAPSI. C'est une sorte de porte de sortie. Ils sont en train de chercher une porte de sortie. Et c'est pour cela que moi, plutôt que de tirer à boulet rouge sur tel groupe ou tel groupe de l'opposition, moi, je voudrais féliciter la CAPSI d'avoir au moins fait sortir ce RHDP-là. Il a amené un peu à se dégonfler. Et puis maintenant, là, on est tout à fait à l'aise pour que tous les leaders de l'opposition puissent se retrouver autour de la même table en position de force pour exiger les réformes qui s'imposent. Voilà. Alors, j'allais aborder ce sujet un peu plus tard, mais puisque je vais gagner en temps, M. Ouattara est rentré donc de son séjour parisien. Il a été donc reçu par le président français Emmanuel Macron
Depuis lors, il y a beaucoup de spéculations qui vont autour de ce qui se sont dit. Alors, Maître Boga, vous êtes un analyste. Comment voyez-vous un peu ces rencontres? Selon vous, qu'est-ce que le président français a bien pu dire au président ivoirien? Je crois que c'est vrai que nous pouvons faire des analyses, mais il faut être cohérent, il faut être logique. En 2020, le président français Emmanuel Macron est celui qui a sauvé M. Ouattara. Vous savez, les gens à l'intérieur du pays peuvent tenter des initiatives de violation des constitutions, de passage en force. Mais parfois, on regarde un peu l'international. Et parfois, l'international vient pour casser les ailes des opposants, de la société civile qui se braque, ou alors parfois vient pour les soutenir et pour les encourager à tenir bon. Dans le cas de la Côte d'Ivoire en 2020, M. Macron, avec la seule expression, c'était un cas de force majeure face à la mort du candidat du RADP, Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme, ça a cassé les ailes de l'opposition. Et je veux dire même que si les initiatives de l'opposition n'ont pas prospéré, notamment la désobéissance civile et ce que le président Henri Konan Bédié avait initié, comme ce qu'il a appelé le CNT, le Conseil national de transition, n'ont pas prospéré, c'est parce qu'il y a eu cette intervention de la France. La position de la France a cassé les ailes de l'opposition. Donc aujourd'hui, M. Macron est mal placé. D'ailleurs, même regardez la vie sociopolitique en France. M. Macron lui-même, il se cherche pour parler comme nos étudiants à Abidjan. Et donc, il est très mal placé pour encourager quelqu'un à forcer pour faire un quatrième mandat. Encore que le troisième, il était anticonstitutionnel. Et donc, je pense que de bonne foi, le président Macron a dû lui demander de ne pas oser faire un quatrième mandat. C'est ma lecture et je pense que celle-là, elle est la plus pertinente. Parce que le président Macron ne peut pas se permettre cela. Et même quand le troisième mandat, les Ivoiriens en ont souffert avec une centaine de morts, M. Macron était mal barré, était cité comme un fossoyeur de la démocratie en Côte d'Ivoire, avec Jean-Yves Le Drian, qui faisait vraiment... Tout cela sont les comploteurs qui ont fait nous imposer le troisième mandat. Mais entre-temps, l'AES est né. Et M. Macron sait que si la Côte d'Ivoire capote, on va tout de suite là agrandir le cercle des pays de l'AES. En tout cas, les partenaires de la Russie. Donc, la géopolitique aidant, M. Macron a dû lui dire pas de quatrième mandat. Je pense que c'est ce que M. Macron a dû lui dire parce qu'il n'y aurait plus d'arguments objectifs, il n'y aurait plus de circonstances atténuantes, il n'y aurait plus de cas de force majeure. C'est ce que je pense. Deuxièmement, je pense que M. Macron a dû faire aussi une recommandation pour que l'élection soit inclusive. Voilà. Et je pense que M. Ouattara ne peut pas s'y dérober. Donc voilà un peu, en tout cas, les deux éléments clés sur lesquels je peux insister, c'est d'ouvrir le jeu électoral et que le quatrième mandat n'ait pas lieu. Voilà un peu ce que je pense de ce que M. Macron a pu lui dire. Et puis, bon, à partir de là, sur le terrain, nous attendons, mais objectivement, c'est à cela que je pense. Au vu de ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez que M. Ouattara et son parti écouteront les propos du président français? D'un côté, il parle beaucoup plus d'ingérence de la France dans la politique ivoirienne. Est-ce que vous... Ah non, non, je pense qu'aujourd'hui, vous savez, c'est quand les gens sont coincés qu'ils parfois écoutent. Sinon, M. Ouattara, il n'écoute pas. Cher ami, depuis le début, depuis qu'à Ebempe, M. Ouattara n'a pas pu dire qu'il est prêt pour candidater, je suis persuadé que la réponse était dite. La messe était dite. Mais bon, les gens du RHDP veulent encore espérer. Ils veulent encore espérer. Donc, ils peuvent attendre jusqu'à demain. Mais nous, on est persuadés que M. Ouattara ne se hasarderait pas à se dire candidat pour un quatrième mandat. Ça ne passerait pas. Quels que soient les micmacs qu'il pourrait trouver. Donc, ici, il n'y a pas d'ingérence. Est-ce que c'est Macron qui est venu à Abidjan? C'est M. Ouattara qui s'est déplacé pour aller à Paris. D'ailleurs, la rencontre de Macron avec un officiel ivoirien qui a été beaucoup médiatisé, c'est celle avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Adama Bitogo, beaucoup plus que celle avec M. Ouattara. Avec M. Ouattara, on a senti même qu'il y avait eu un forcing, une façon de chercher. Voilà, M. Ouattara peut-être tenait à lui donner son point de vue pour dire qu'il ne va pas briguer un quatrième mandat. Moi, je suis persuadé que ce n'est pas forcément Macron
qui intime l'ordre à M. Ouattara de se retirer. Moi, honnêtement, je veux pour une fois respecter M. Ouattara dans sa logique. À BP, il a tenu, parce que ça, il faut avoir du cran pour tenir devant une foule d'une 200 de militants. Ils ont dit 200, hein, ça dit 100 à l'intérieur, 100 à l'extérieur, pour leur dire, je vous ai compris, mais je vais réfléchir. Ça, pour moi, c'était déjà un aveu de réponse négative. Mais comme ils veulent toujours y croire, parce que eux tous, excusez-moi de l'expression, mais ils ne sont pas capables d'assumer la relève. Je ne vois pas quelqu'un de capable, en dehors de M. Ouattara, qui puisse avoir le cran. C'est pour cela que eux tous, ils tiennent à ce qu'il soit candidat, parce que c'est lui seul qui tient la barre. Vous allez voir que dès que M. Ouattara va dire qu'il se retire, peut-être que d'autres clans vont se créer au niveau du RHDP, mais je ne crois pas quelqu'un en dehors de M. Ouattara capable de gagner cette élection présidentielle, si tant est que le jeu est objectif. Je précise, tant que la liste électorale est objective, elle est dépoussiérée, tant que, comment dirais-je, tout le monde est inclus sur tous ceux qui veulent candidater sont sur la liste électorale, et puis tant que la CEI est réformée, dégommée, objective, neutre, je ne vois pas un RHDP battre un citoyen ivoirien bien organisé de l'opposition. Et j'ai dit. Alors, dans ce contexte de répression, hein, un obstacle se dresse pour les candidats. C'est donc le parrainage. Nous allons donc en parler, parler un peu donc, du parrainage et votre point de vue sur ce point. Oui. Les conditions actuelles donc, des parrainages garantissent-elles, selon vous, l'égalité donc, des chances entre les candidats? Oui, moi je pense que, cher ami Jacques Roger, nous allons sortir de ce tourbillon de 15 ans pour remettre la Côte d'Ivoire sur des rails d'une bonne démocratie. La question des parrainages, ça se fait ailleurs. Mais tel que c'est fait en Côte d'Ivoire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas, j'avais dit, ça vicie un peu le secret du vote. Ça expose, et puis il faut tenir compte du contexte. Nous sortons d'une crise post-électorale où il y a eu des pro. Donc, quand vous parrainez quelqu'un, vous pouvez être soupçonné dans votre quartier comme étant un partisan de ce quelqu'un-là. Et demain, si la situation capote, mais vous devez avoir peur pour votre famille. Parce que ce qui s'est passé, on a tous à l'esprit ce qui s'est passé en 2010. Il y a eu des voisins, des gens qui ont signalé des voisins. Et voilà, un tel est du PPACI, un tel est du FPS, un partisan de Gbagbo, etc. Et on a massacré des gens. Sur cette base-là, les Ivoiriens ne sont pas encore très prêts à rentrer en politique. Ça, c'est un fait. Et le deuxième fait, c'est quand même les 50 millions qu'on demande. Moi, je ne sais pas. C'est vrai, on n'a pas envie qu'il y ait des candidatures farfelues. Mais il n'y a pas de farfelues dans la République. Nous sommes égaux en dignité et en droit, à titre premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes au pouvoir, vous fabriquez des critères qui insultent les Ivoiriens. Vous n'êtes pas plus intelligent que quelqu'un, vous n'êtes pas plus nanti que quelqu'un. Dans la République, le dernier des citoyens même peut devenir président de la République. On a vu Lula. C'est encore dessous nos yeux. Lula n'est pas j'allais dire, n'est pas un haut cadre, n'est pas un intellectuel, n'est pas un Richard, mais il a été élu. D'ailleurs, même si la question, c'est vrai que le président Laurent Gbagbo est un universitaire, donc c'est à son avantage, à son actif, mais c'est aussi un fils de famille modeste. Et c'est pour cela que beaucoup d'Ivoiriens restent accrochés à ce monsieur parce qu'il nous ressemble. Nous qui sommes des familles modestes. Et en face de nous, il y avait les enfants de bourgeois. Même à l'école, nous autres qui avons eu la chance d'aller au lycée scientifique, le Yamoussoukro, c'était un exploit. Parce que là-bas, on a retrouvé les enfants de Wagné, tous les grands du pouvoir avaient leurs enfants là-bas. C'est toujours un exploit pour un enfant de famille modeste pour ne pas insulter nos parents de pauvres et d'être dans ces grandes instances-là. Donc, le fait de mettre la caution à 50 millions, c'est insultant, c'est méprisant, ce n'est pas démocratique de notre point de vue. Et puis, il faut toujours adapter les coûts que nous fixons pour ces genres d'échéances-là aux réalités. Un professeur de lycée peut devenir président de la République. Un professeur d'université peut devenir président de la République. Mais quand vous lui demandez de payer les 50 millions-là, c'est-à-dire que quoi? Il va enlever ça où? Quel jour il peut avoir les 50 millions? Moi, je pense que c'est un peu excessif, c'est exagéré. Donc, il y a des choses que nous allons remettre sur les rails. Mais en terminant cette analyse sur la question du parrainage,
Cher ami, aujourd'hui, nous avons la preuve que la CEI, là, elle doit être dissoute. Non, je veux répéter pour que ce soit clair. La CEI vient de se disqualifier encore avec cette question du parrainage. Sur deux points. Le premier point, c'est elle-même, la CEI, qui s'est hasardée à dire aux différents candidats déclarés qu'à telle date X, une formation sera ouverte avec les représentants des différents candidats pour ce qui concerne le parrainage. Voici ce qu'ils ont dit. À la date indiquée, tout le monde est présent, sauf le parti au pouvoir. Très vite, la CEI a commencé à banaliser cette clause qu'elle-même s'était imposée. Parce que la CEI joue avec les gens. Il y a la loi, le code électoral, mais elle se permet d'inventer des choses en dehors du code électoral. Et elle-même, elle se piège. Elle a fixé un délai. Le RADP, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de candidat. La CEI recule. Ce qui montre très clairement que cette CEI a des connivences avec le pouvoir. Elle est rigoureuse avec les opposants, mais elle l'est moins ou pas du tout avec le parti au pouvoir. C'est de cela que nous parlons pour parler de connivence. Deuxième élément, elle a envoyé l'un de ses vice-présidents, mon ami et frère Alain Dogou, sur une chaîne de télévision concurrente, pour ne pas la nommer NCI. Et le monsieur dit, devant la nation, ah non, 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 nous allons former les personnes pour le parrainage, mais ceux qui ne sont même pas sur la liste électorale, ce n'est pas la peine qu'ils osent. Nous, on ne parle pas avec eux. La CEI n'est pas là pour ceux qui ne sont pas sur la liste électorale. Une façon méprisante. Mais toi, tu es qui, mon frère Alain Dogou? Tu te donnes trop de pouvoir. Et je suis un peu gêné parce que quand tu parles des frères, il y a un peu, mais je suis un peu. D'ailleurs, même Alain Dogou ne représente même plus les FPI à la CEI. Mais en même temps, il dit non, 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 j'ai prêté serment, donc j'y reste. Cher frère, si c'est pour choisir l'argent, les salaires qu'on nous donne là, il y a des fonctions que nous, on aurait pu accepter et puis nous taire. Mais il faut travailler pour le général, il faut travailler pour la communauté, pour l'intérêt général. Donc parfois, il faut sacrifier ton propre intérêt. Tu as été ministre sous le président Laurent Gbagbo, ministre de la Défense. C'était un haut poste régalien. Le président Gbagbo t'a fait confiance. Donc si c'est une question d'argent, je pense que toi et moi, on n'est pas à la même enseigne. Moi, je n'ai jamais été ministre. Je n'ai jamais été dans un gouvernement. J'ai vu toujours de mes salaires. Maintenant, on vient même de tout congeler, de tout geler. Donc, mais quand même, je vis. Donc, parfois, il faut avoir de la dignité. Venir dire à la télévision que non, 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 ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, ce n'est pas votre problème, ils ne viennent pas. Maintenant, pourquoi alors ils ont participé? Pourquoi ils ont reçu les kits? Vous deviez démissionner. J'avais dit, oh, honte à vous. Vous n'avez aucune parole et vous êtes discrédité. Et en même temps, je vais terminer. Le danger auquel vous exposez notre pays, c'est qu'en ayant permis à M. Tidjane Thiam, à M. Laurent Gbagbo, d'aller faire leur parrainage, mais vous mettez en danger la Côte d'Ivoire parce que le Conseil constitutionnel ne peut plus jamais se permettre de dire qu'ils ne sont pas candidats. Je répète, vous avez permis à M. Laurent Gbagbo et à M. Tidjane Thiam de revisiter leur base à l'intérieur du pays à la faveur de ce parrainage. Ils ont parlé à leurs troupes, ils ont remonté leurs troupes, ils ont même consolidé le front commun. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de dire que ceux-là, les deux personnalités dont je viens de parler, ne peuvent pas être candidates? Mais non, vous bluffez. Ah non, vous plaisantez avec les Ivoiriens. Parce que vous les avez permis de se préparer. J'écoute les différents meetings. Vous les avez donné l'occasion. Du coup, vous contraignez le Conseil constitutionnel à valider leur candidature. Mais entre-temps, je pense que ce qui va sauver la situation, c'est M. Ouattara qui vient d'arriver de Paris avec ses instructions. Bon, peut-être que la question sera résolue. Mais dans l'analyse, c'est ça que je voudrais pouvoir dire pour conclure, pour dire que cette CEI-là, elle ne peut pas organiser une élection crédible en Côte d'Ivoire. Elle s'est disqualifiée, elle doit être dissoute. Et c'est pour cela que nous devons nous donner le temps pour que toutes les conditions soient réunies avant l'élection présidentielle. Et j'ai dit. Alors, si je vous comprends bien, le parrainage, ce mécanisme, est-il donc devenu donc une arme pour éliminer donc des candidats gênants? C'est bien ça, si je comprends bien? Mais c'est tout à fait clair. Quand vous écoutez la vidéo dans laquelle M. Ouattara faisait la proposition de cette question du parrainage, il a été clair.
et même la plupart des membres du RHDP, du parti au pouvoir, le disent. Il y a des candidatures farfelues. Ils sont qui pour dire qu'une telle candidature est farfelue? Vous êtes qui? C'est le peuple. En démocratie, c'est le peuple. Ce n'est pas un parti au pouvoir, fut-il milliardaire, après avoir pillé notre pays, pour dire non, 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 il faut qu'on mette. Monsieur Ouattara voulait même que ce soit 200 millions comme caution. Mais je ne sais pas moi. Tellement vous êtes embourgeoisé, vous pensez que la Côte d'Ivoire est un pays de bourgeois. Est-ce que vous connaissez le SMIC? Il est à 75 000 francs. Alors qu'un balayeur de rue peut candidater à une élection présidentielle. Au nom de quoi vous dites que c'est un farfelu? N'est-il pas égal à vous en dignité et en droit? N'a-t-il pas le droit aussi? Mais les Brésiliens se moqueraient de vous. Lula est leur président. Et ils en sont fiers. Et il est respecté dans tous les milieux du monde. Arrêtez un peu. Descendez de vos chevaux. Parce que vous, vos milliards là, nous on sourit. Parce que tant que ce n'est pas du bien, des biens bien acquis, moi le bien mal acquis, ça me fait sourire. Parce que j'ai ma dignité, j'ai ma personnalité. Oui, mais docteur Boga, ce système de parrainage-là existe depuis pratiquement bientôt 6 ans et les partis politiques sont informés. Comme le dirait l'autre, qui veut aller loin ménage sa monture. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard de parler de parrainage tout en sachant que depuis 6 ans, les candidats potentiels avaient déjà la lecture de la chose? Non, en fait, quand nous en parlons aujourd'hui, mon cher Jacques Roger, il faut que ce soit clair dans les esprits de tout le monde. Tous les candidats sont sur le terrain en train de chercher leur parrainage. Quand nous en parlons aujourd'hui, en fait, la présidentielle nous donne l'occasion de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est un mauvais système qui a été introduit dans le code électoral. Parce que nous préparons l'avenir. Aussitôt après l'élection, il faut dépoussiérer le code électoral. Il faut réécrire un nouveau code électoral qui ressemble à l'Ivoirien lambda, qui ressemble aux Ivoiriens, qui tient compte du SMIC à 75 000 francs CFA, qui tient compte du fait que nous sommes égaux en dignité et en droit, et que chaque Ivoirien, remplissant les conditions, peut se permettre de candidater. Sauf qu'il peut avoir une question d'argent ou bien de réseau, mais ce n'est pas à l'exécutif, ce n'est pas au parti au pouvoir d'éliminer les gens. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Et donc, oui, ça a été admis. Et d'ailleurs, le dernier élément que je vais vous dire, il faut que vous compreniez à partir de cette crise que nous sommes en train de traverser, que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux partis politiques. Souvent, vous faites les erreurs, et ce n'est pas vous personnellement, ce n'est pas toi, cher frère, mais les Ivoiriens font l'erreur de dire, oh vous, taisez-vous, les partis politiques se sont réunis, ils ont donné leur accord. Je vois très souvent cet argument-là dans les propos des militants, des membres du parti au pouvoir. Détrompez-vous. Vos petits arrangements-là ne nous engagent pas. Je veux répéter, hier, il y a eu l'accord de Lina Makoussi. Mais j'étais l'un des rares sur les plateaux de télé, en tant qu'intellectuel, pour dire, mais ce qui s'est signé à Makoussi ne m'engage pas. À Makoussi, là, il n'y avait pas l'État de Côte d'Ivoire. Il y avait les partis politiques. Or, les partis politiques sont définis comme des associations privées. Je ne suis pas membre de FPI, je ne suis pas membre de PDCI, je ne suis pas membre de RHDP, ni rien. Donc, s'il y a des arrangements entre les politiques, ça ne m'engage pas. Ce qui m'engage, ce sont les lois de la République. Ce qui m'engage, c'est un dialogue politique ouvert à toute la classe sociale dans laquelle nous nous prononçons. Cela peut nous engager. Ce qui m'engage, c'est un référendum dans lequel je me suis prononcé. Mais les micmacs politiques, on n'en a rien à cirer, ça ne nous concerne pas du tout. C'est pour cela qu'ils peuvent s'entendre entre eux pour dire on fait la passe, après moi, c'est toi qui viens au pouvoir. Ça, c'est des arrangements qui ne nous engagent pas. Ce qui nous engage, c'est le bulletin, mon bulletin là, le bulletin du citoyen que je vais mettre dans l'urne. Le résultat là, c'est celui-là qui m'engage. Et mon combat, c'est que mon bulletin soit respecté. Mon combat, c'est que la CEI ne soit qu'une boîte aux lettres et non une boîte à manipuler mon vote. Voilà le sens de notre combat aujourd'hui. Et j'ai dit. Merci beaucoup. Alors, ceux qui viennent donc de prendre le train en marche, vous êtes toujours en direct de notre émission Jacques Roger Show et surtout l'émission avec Maître Bogasako, le Labo Côte d'Ivoire. Nous passons en revue l'actualité du moment. Alors, docteur Bogasako, pour finir avec déjà ce segment, faut-il réformer, vous en avez parlé tout à l'heure, mais je vais vous donner la possibilité d'être beaucoup plus explicite. Faut-il réformer ou supprimer ce dispositif pour préserver donc la démocratie? Je parle donc du parrainage. Si oui,
avant les élections 2025 ou après les élections 2025? Non, le processus est déjà lancé. Et je voudrais saluer la vision, la haute vision des personnalités qui sont radiées de la liste électorale et qui, malgré cela, ont tenu à faire leur parrainage, à chercher leur parrainage pour ne pas que demain, quand le Conseil constitutionnel va valider, va recevoir leur dossier, ils ne disent pas, oui, on aurait bien voulu vous permettre de candidater, mais malheureusement, il vous manque les parrainages. Donc, vous êtes disqualifié totalement. Donc, vous voyez, ils ont bien fait de le faire. Et donc, je ne parle même plus pour le cas présent. Le cas présent, non, c'est déjà acté. Les gens sont sur le terrain. Ceux qui n'auront pas leur parrainage au complet, ils vont être éliminés et tout cela. Mais il faut penser après. Après cette crise-là, parce que nous sommes en train de sortir de la crise, cher ami Jacques Roger. Quand vous lisez l'histoire de la Côte d'Ivoire, on pensait que l'élection de 2010 allait être la sortie des crises définitives. Au contraire, c'est celle-là même qui nous a enfoncés encore plus bas que terre. Parce qu'on a connu le pire nombre de morts qu'une élection présidentielle n'a jamais connu dans le monde. Et donc, c'est comme si pratiquement en 2010, on n'avait rien fait. On a connu la CPI, on a connu le monde entier est venu au chevet de la Côte d'Ivoire. Donc, en fait, avec le départ de M. Ouattara, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qui va démarrer. Et ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là. Notez-le très bien, c'est un grand programme. Avec certainement le gouvernement qui va se mettre en place après l'élection de 2025, j'espère un gouvernement de démocrates, un gouvernement de cadres, avec une vision fondée sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il faut des patriotes dans l'âme, dans l'esprit. Tout ce qu'on doit faire dans ce pays doit d'abord être en priorité pour les Ivoiriens. Donc, je me dis que je parle aujourd'hui pour bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Sinon, le parrainage, aujourd'hui, c'est déjà acté. Pensons à la Côte d'Ivoire de demain. Elle sera plus belle. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, Maître Bogasako. Alors, on le dirait, et même si donc les candidats réussissaient à franchir l'obstacle du parrainage, j'allais dire une autre question inquiétante, celle donc de la commission électorale elle-même dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, docteur Boga, je vais vous permettre d'être beaucoup plus explicite au niveau donc de la CEI. Est-ce que la CEI est-elle disqualifiée? Pourquoi la CEI est-elle aujourd'hui accusée donc de partialité et de dysfonctionnement, tout en sachant que théoriquement, tous les partis politiques sont représentés. Et jusqu'à preuve de contraire, je pense qu'il y a, ils sont 16 ou 17, il y a eu unanimité autour du président de la CEI. Les autres membres des autres partis politiques ne se sont pas publiquement prononcés contre ce qu'on appelle le dysfonctionnement de la CEI. Comment vous expliquez tout ça? Non, ce qu'il faut noter, d'abord, la première des choses que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que cette CEI-là, normalement, son mandat est terminé au mois de novembre. Son mandat est terminé. Or, entre octobre et novembre, il y a forcément le deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, M. Ouattara, comme à ses habitudes, a pris un décret ou une ordonnance, en tout cas, je ne sais plus quel est l'intitulé de cet instrument juridique qu'il a pris pour reconduire. Ils ont dit que le mandat finit. Mais si nous sommes en période électorale et que le mandat finissait, on peut l'étendre pour, je crois, pour 6 mois. Donc, cette série-là, elle est déjà disqualifiée. Moi, je pense que au regard de tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, il faut certainement profiter pour raccourcir son mandat et puis nous donner, ça va faire même beau d'avoir de nouveaux arbitres. C'est comme si le match est ouvert, mais l'arbitre il s'est montré partisan, il s'est disqualifié. Pour nous, c'est terminé. Le président de la CEI, là, il s'est disqualifié. Donc, dès l'instant où il s'est disqualifié, mais sur plusieurs points, moi, j'ai commencé à être choqué, mais sinon, ça date depuis longtemps. D'abord même, on dit qu'il serait un représentant de la société civile. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous tous, on se connaît. Voilà, on se connaît, on a suivi la rébellion, on sait de quel bord les uns et les autres étaient. Je ne veux pas l'accuser directement, mais au moins je peux parler de son mentor. Hein.
qu'il m'autorise ce terme-là, de son mentor, qui n'est plus personnel. Le mentor de M. Coulibaly Kuilbert, c'était M. Kone Mamadou, au magistrat, qui avait été nommé ministre de la Justice et des Droits de l'Homme pour le compte de la rébellion sous le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo met en place un gouvernement d'union, après les accords de Marcoussis, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est confié à M. Kone Mamadou, qui, par le passé, était numéro 2 ou numéro 3 de la rébellion des forces nouvelles. Un adjoint de M. Guillaume Soro. Donc, un haut magistrat qui était adjoint du chef de la rébellion. Bon, mais je rappelle seulement les faits. Et moi, nommé à la Commission nationale des droits de l'homme, où j'ai été élu secrétaire exécutif, je vous parle de 2007, j'ai beaucoup travaillé avec le ministre de la Justice parce que c'est nous qui avons créé, c'est nous qui avons mis en place, quand je dis nous, la présidente, Mme Victorine Vaudier, c'est celle-là qui était la présidente du CNDH-CI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, et moi, son adjoint, son secrétaire exécutif. C'est ensemble qu'on a élaboré les textes. Et vous savez très bien qu'en tant que secrétaire exécutif, c'est pratiquement les secrétaires qui travaillent beaucoup. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la question. Et c'est comme cela que je fréquentais le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Kone Mamadou. Donc, en faisant ce rappel-là, c'est pour dire déjà de quel camp était M. Kone Mamadou, qui après sera nommé président du Conseil constitutionnel, proche de M. Ouattara. Et pendant qu'il était là-bas, son chef de cabinet s'appelait M. Coulibaly Kuilbert. C'est là-bas que moi j'ai connu mon ami et frère Coulibaly Kuilbert. Et on chahutait avec le ministre. Parce que j'étais régulier là-bas. Une petite anecdote. Il a un jour dit à son ministre, monsieur le ministre, mais je ne comprends pas, vous recevez trop docteur Boga, les gars des droits de l'homme. Et le ministre Kone Mamadou, personnel, il lui a dit, ah, écoutez, ils font droit de l'homme. Peut-être que demain aussi, ils vont défendre nos droits. Et c'était très beau d'avoir dit cela. Parce que c'était la rébellion. Et donc, on ne sait jamais. Quand les choses allaient changer, c'est les défenseurs des droits de l'homme là qui peuvent vous défendre demain. Je profite pour dire à nos amis du RHDP, ne pensez pas que le docteur Boga va vous manger quand vous ne serez plus au pouvoir. Hein. C'est moi qui vais vous défendre. Je vais répéter. Quand vous serez acculés dans les audits, dans les comptes, c'est nous autres là qui allons vous défendre. C'est pour cela qu'il faut nous traiter avec respect. Mais ne nous traitez pas des terroristes pour nous poursuivre à travers le monde. Je referme la parenthèse. Donc, c'est comme ça que j'ai connu M. Kone Mamadou. Et quand son patron est nommé président du Conseil constitutionnel, il va avec lui. Et il devient le tout-puissant secrétaire général du Conseil constitutionnel. Et maintenant, quand la CEI, on décide de changer, le Conseil constitutionnel, selon le texte, devant proposer quelqu'un, c'est M. Coulibaly Kuilbert qui est proposé par son patron pour devenir président du Conseil constitutionnel. Allez-y donc voir la chose. Le chef, le président du Conseil constitutionnel est du même bord, le président de la CEI est son bon petit, mais nous sommes coincés, quoi. C'est ce qui s'est passé. J'ai profité de votre émission pour donner ce détail-là parce qu'il y a beaucoup de choses que nous savons, mais on fait d'en parler parce qu'on se dit, ça va passer. Donc aujourd'hui, déjà par son parcours que je viens d'évoquer, il ne peut pas être crédible, il ne peut pas être objectif. Parce que si on fouille bien, on va voir les traces de la rébellion d'hier, les traces de RADP, etc., etc. Deuxièmement, le texte n'est pas bon parce que le représentant du président de la République, les représentants de tous ces gens qui sont à la CEI, et le pouvoir aujourd'hui, c'est taillé la part du lion. Si les 18 membres, le pouvoir pratiquement a au moins 14, si ce n'est 4 qui viennent de l'opposition. Mais les représentants de l'opposition, là, ils ont été démis de leur fonction. Le PPACI a demandé que son représentant sorte la CEI. Le PDCI a demandé que son représentant sorte la CEI. Le FPI a demandé que son représentant sorte de la CEI. Donc, tous ceux qui sont là-bas, ils ne sont plus. Donc, du coup, la CEI, conformément à son texte, est déjà disqualifiée. La CEI actuelle n'est plus conforme au texte, et ni à la lettre, ni à l'esprit qu'il a mis en place. C'est pour cela que, pour moi, si nous voulons aller à une élection non confligène, apaisée et discutable, avec un président élu de façon objective, il faut changer la CEI. Et puis souvent, mais cela va embrayer sur une autre question. Je pense que la question est si vous voulez, puisque c'est le thème de cet entretien.
Merci, docteur Boga Sako. Alors, si je vous comprends parfaitement encore, hein, c'est que la CEI n'a pas la capacité, hein, donc d'organiser un scrutin transparent et crédible. C'est bien cela, dans ces C'est conditions. tout à fait exact. C'est exactement cela. Et elle s'est disqualifiée à travers ses accointances que j'avais déjà évoquées. Chaque fois qu'elle part même à la place du parti au pouvoir, il y a eu des circonstances où moi-même je suis choqué. Le président de la CEI, on vous pose une question devant des journalistes nationaux et internationaux. Pourquoi le nom de M. Laurent Gbagbo a été radié? Mais si je suis président de la CEI, je réponds simplement que j'ai reçu, comme d'habitude, une liste du gouvernement qui me spécifie les personnes qui sont frappées par des décisions de justice que je dois rayer de la liste. Je ne fais que respecter cette liste. Point. Mais quand vous allez aller justifier, quand vous allez aller expliquer, vous devenez partisan. Ce n'est pas votre rôle. Le gouvernement peut se défendre. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en 2020, demande à l'État de Côte d'Ivoire de remettre sur la liste électorale M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro. Si vous étiez un bon magistrat, que vous étiez objectif, vous alliez demander au gouvernement d'appliquer ça. Vous dites, ah non, 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 moi, c'est vrai que la décision est arrivée, mais le gouvernement n'a pas encore acté. Tout ça, là, c'est des mises en scène pour pouvoir écarter les gens. Et donc, pour nous, la CEI s'est disqualifiée, il faut qu'elle soit dissoute. Et puis, on met en place un nouvel organe. Évidemment, cela va induire possiblement sur la date de l'élection présidentielle. Mes chers amis, à qui la faute? Justement, donc la question que j'allais poser, docteur Boga, quelle solution ou alternative serait possible pour instaurer, pour, je dis, restaurer, j'allais dire, restaurer donc la confiance avant les élections présidentielles, normalement? C'est-à-dire que si vous me demandez, docteur Boga, voudriez-vous qu'on déplace la date de l'élection? Mais je vous dis non. Moi, je suis très légaliste. Je suis très légaliste. Je vais demander qu'on reste dans le calendrier du Conseil constitutionnel. Mais que toutes les conditions soient remplies. Ce sont les conditions à remplir là qui vont induire conséquemment le report de l'élection. Je veux répéter pour que celui qui peut comprendre encore comprenne. L'opposition ou la société civile que je suis, je ne veux pas qu'on reporte l'élection. Sauf si cas de force majeure. Voilà, c'est là qu'il y a cas de force majeure. C'est ici. Si les conditions là à remplir exigent qu'on décale, mais on décale. Il n'y aura pas mort d'homme. Par contre, si on ne décale pas, il peut y avoir mort d'homme. Or, moi, je suis un défenseur des droits de l'homme, de la vie humaine. Si on décale, il n'y aura pas mort d'homme. Mais si on ne décale pas pour remplir les conditions, il peut y avoir mort d'homme, je préfère qu'on décale. Et pour décaler là, mais avant même de décaler, interrogeons qui est responsable de ce qu'on soit obligé de décaler. Ça fait plus de 1 an et demi, 2 ans qu'on vous demande d'organiser un dialogue pour vous parler, pour vous entendre. Vous avez refusé. Ce n'est que le mercredi 16 juillet que le parti au pouvoir se dégonfle un peu pour aller parler avec des opposants. Depuis le dialogue politique qui a fini en mars 2022. De mars 2022 à aujourd'hui, il n'y a que maintenant là où le parti au pouvoir accepte de se déplacer pour aller au domicile de la porte-parole des CAPSI pour pouvoir dialoguer. À qui la faute? Justement, ils sont allés rencontrer le CAP-Si en absence des gros poids comme le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA. Comment expliquez-vous un peu cela, Maître Boga? Très bien. Donc, je conclus sur la question du report pour dire que si le report s'impose à nous pour sauver la paix, pour garantir la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire, de mon point de vue, il ne faut pas en faire une fixation, il ne faut pas en faire un problème. La paix est au-dessus de tout. Les vies humaines sont au-dessus de tout. Et d'ailleurs, en tant que président de la République, n'oubliez pas que selon la Constitution, il est le garant de la paix sociale, de la sécurité, tout ça. Laurent Gbagbo l'avait fait. L'élection devait se passer en 2005, quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, pardon, en 2000, oui, en 2005, après son premier quinquennat. Mais la rébellion, le pays était coupé en deux. On s'est entendu jusqu'à ce que ça se passe en 2010, mais ça n'a pas raté. Donc aujourd'hui, on peut très bien le faire. Non, par rapport à l'autre question, docteur Boga, puisqu'on a un segment réservé par rapport à cette question, je préfère que vous attendiez un tout petit peu. On va répondre je vais vous poser la question un peu plus tard. D'accord. Donc, merci de me mettre à l'aise pour terminer avec cette question de cette
date bouclée. Aujourd'hui même, je suis surpris, mais agréablement ou, ou avec beaucoup d'humour, que le RHDP veuille respecter la Constitution. Vous violez la Constitution pour faire le troisième mandat. Vous violez la Constitution pour faire le quatrième mandat. Et puis c'est vous qui vous dites, non, 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 la date fixée parce que ça vous arrange. Nous, on ne va pas rentrer dans ce schéma-là. Si l'élection doit être reportée pour sauver la Côte d'Ivoire, on va le faire. Et c'est de votre faute. Parce que c'est vous qui n'avez pas voulu discuter. C'est vous qui n'avez pas voulu qu'on fasse l'audit de la liste électorale. C'est vous qui n'avez pas voulu remettre les noms des personnes que vous avez radiées pour les éliminer de la course. C'est vous qui avez tout provoqué. Donc, vous allez subir le report parce que toutes les conditions doivent être réunies. Parce que je le dis aux opposants, si vous ne faites pas l'audit de la liste électorale, si vous ne vous battez pas pour que la CI soit réformée, je vous assure, le résultat qui va sortir des urnes, là, mais vous allez l'avaler. Je fais partie de ceux qui vont vous faire avaler ce résultat-là. En bon entendeur, et j'ai dit. D'accord. Alors, Dr Bougare, pendant ce temps, hein, sur la scène nationale et internationale, deux figures donc, du camp présidentiel se démarquent. On parle de Don Melo, de Bitogo, d'un tout petit peu au niveau du PDCI, on parle donc de Jean-Marc Yassé, mais ça c'est du bout des lèvres. Voilà. Alors, cela nous amène à parler donc des démarches de ces deux personnalités. Selon vous, que signifient donc les initiatives de Don Melo à l'international et les assurances donc de Bitogo sur la candidature de M. Ouattara? J'allais dire des assurances un peu voilées. Non, mais moi, je peux vous dire que cette question sera rapidement balayée si M. Ouattara veut faire rapidement sa sortie pour remettre tout le monde sur la liste électorale. Le débat est clos. Je pense que je préfère le dire tout de suite pour on retombe sur nos pieds pour dire que. Mais en même temps, comme c'est le 6 août, probablement au plus tard, mais sinon, il peut décider de se prononcer aujourd'hui. Mais comme il avait dit, il avait promis à ses militants qu'il cherchait un moment propice, un moment républicain, voilà, pour pouvoir s'adresser à tous les Ivoiriens. Tout le monde sait que ça va être finalement le 6 octobre. Et donc, il va falloir attendre le 6 octobre. Même après le 6 octobre, il y a encore 2 semaines, deux ou 3 semaines pour que les candidatures soient bouclées. Donc, Vous voulez dire le 6 août ou bien le 6 octobre? non, je parle du 6 août, autant pour moi. Okay. C'est le 6 août que M. Ouattara devrait pouvoir s'adresser au plus tard aux Ivoiriens. Donc, on peut attendre le 6 août où il va se prononcer. Mais même après le 6 août, il y a encore un temps qui reste avant qu'on aille au dépôt, à la date butoir des dépôts des candidatures, c'est-à-dire autour du 26 août, je crois. Donc, on a encore un peu de temps. C'est pour dire que, première hypothèse, M. Ouattara sort le 6 août, il remet tout le monde sur la liste électorale, le débat est clos, on a le temps. Ceux qui veulent vraiment candidater vont aller au pas de course, enfin, qui ne sait pas encore, voilà, ils peuvent le faire. Mais si le 6 août, il se prononçait et que ces personnalités ne sont pas sur la liste, à ce moment-là, on va donner raison à celles et ceux qui ont commencé à se mouvoir. Et parlons par exemple du cas de monsieur, vous l'avez appelé Awa Dombelou. Je voudrais le saluer au passage, cet ami et frère. Alors moi, je pense que les gens font beaucoup de bruit. Et ça, c'est malheureux un peu qu'à l'intérieur des partis politiques, on n'arrive pas à gérer les choses. Souvent, un parti politique, c'est quand même une association d'amis et de frères. Parfois, je pense, et ce que je dis là du PPACI est valable aussi, peut-être même pour le RADP ou alors pour le PDCI. Il va falloir faire preuve de ce que vous êtes une association. Association, ça veut dire que vous êtes associés, vous avez les mêmes intérêts. Si vous n'êtes pas capable de vous protéger entre vous, c'est quand même grave. Quelqu'un fait une démarche interne, vous la rendez publique. Parce que moi, je m'interroge. Pour encore M. Bitogo, c'est quand même sur France 24, et puis d'ailleurs même sur France 24, M. Bitogo, il a usé de tous les moyens pour insister sur la candidature de M. Ouattara. Mais les journalistes sont ce qu'ils sont. Bon, tout le monde attend M. Ouattara. Mais et si M. Ouattara ne disait pas oui? Mais quand même, M. Bitogo là, même si les gens rient de lui souvent, disant qu'il n'a pas fait de hautes études, mais c'est quand même haut cadre. C'est un grand monsieur. Il peut quand même esquisser une analyse pour dire qu'au cas où le président vraiment nous était sous la douche froide, moi je voudrais dire quand même que nous sommes quand même là. Moi-même, il m'a envoyé en mission à Yopougon, etc. Est-ce que le dire là,
Ça veut dire qu'il va prendre la place de M. Ouattara. Ah oui, tout le monde était focalisé sur photocopie. Excusez-moi de l'appeler ainsi pour ne pas le nommer le petit frère du président de la République. Oui, mais dans un parti politique, chacun a ses ambitions. Au nom de quoi M. Ouattara choisirait photocopie et pas Bictogo ou bien M. Patrick Hachi? Au nom de quoi? Donc, le monsieur, il a eu l'opportunité, il a eu l'occasion de se trouver devant une chaîne de télévision internationale, mais il s'est mis un peu, il s'est mis en valeur, il s'est positionné, mais ça, c'est de la politique. Mais en dehors de ce cas, où il a fait devant une chaîne de télévision, mais le cas de M. Domiolo, on n'était même pas au courant. Ça s'est passé en interne. Pourquoi ça a été ébruité? Ça, ce n'est pas très politique. Et ce n'est pas très associatif. C'est valable aussi pour le cas du PDCI. J'ai vu que, bon, j'ai vu qu'au cours d'une réunion, il y avait un cadre qui a voulu proposer un plan B. J'avoue que le contexte n'était pas indiqué et on lui a arraché le micro. Bon, ça, c'est parce que c'est l'esprit de groupe. Si vous analysez souvent les esprits de groupe, si vous avez étudié comment fonctionne le groupe, c'est un peu cela. Mais et puis, ce n'était pas très sérieux. Parce que quand c'est sérieux, il y a des instances dans les partis où on va et puis on expose le problème et puis cela se traite dans les partis. Je vais conclure totalement sur cette question. Je veux dire que les partis politiques, en maintenant leurs chevaux principaux, c'était très stratégique et ça, c'est en train de payer. Parce que dans chaque camp, on a un cheval qui peut nous faire gagner le plus facilement du monde. Maintenant, comme vous l'avez dit, quand j'ai fini de faire cette analyse-là, et si le cas, le pire se présentait à nous, on fait quoi? Est-ce que vous-même, qui êtes plus ou moins proche du PDCI, est-ce que vous seriez heureux qu'au 25 octobre, en tout cas à la date butoir de dépôt des candidatures, le grand PDCI RDA qui est aujourd'hui gonflé à bloc ne soit pas représenté? Est-ce que le PPACI qui est aujourd'hui gonflé à bloc serait fier de ne pas être représenté? Parce que, autrement dit, si vos champions ne sont pas retenus, la Côte d'Ivoire va brûler. Est-ce que la Côte d'Ivoire va brûler? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Et en vous la posant, c'est le militant des droits de l'homme qui la pose. Mais heureusement, je suis persuadé qu'on n'ira pas vers tout ce schéma parce que la question va se résoudre. Mais moi, je suis un homme de réflexion et pour moi, la réflexion ne devait pas être tuée dans l'œuf. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on crucifie M. Dombello, même si sa sortie dilue le combat qui est mené au front avec M. Laurent Gbagbo, tout comme Tidjane Thiam est aussi au front. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas à exposer ça, ça vous affaiblit. Donc si ça vous affaiblit. Donc, ces démarches des deux personnalités, pour ne pas oublier des trois en guillemets, révèlent-elles donc d'une division interne ou peut-être une stratégie calculée, pourquoi pas, du camp présidentiel? Oui, au niveau du camp présidentiel, même quand M. Ouattara ne va pas remplir pour le quatrième mandat, le candidat qui va choisir, là, vous allez avoir des graissements dedans. Hein. S'il choisit quelqu'un d'autre, rien ne vous dit que les autres qui n'ont pas été choisis ce serait heureux. N'oubliez pas que ça s'était déjà produit au RHDP. Lorsque M. Gon Koulibaly a été choisi, M. Mabry Touakeus, il a fini à l'opposition parce que ces gens-là se sont sentis frustrés. Même M. Patrick Hachi aussi aurait pu se sentir frustré. Donc, vous savez, quand le parti n'est pas démocratique, quand le parti ne fonctionne pas selon la démocratie, il y a toujours ça crée toujours des frustrations. Parce que les militants, ils se disent qu'ils ont la même valeur, ils ont mouillé le maillot. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas la chance si les choix ne sont pas faits objectivement, ça entraîne toujours comment dirais-je, des frustrations. Il faut éviter cela. Merci beaucoup, docteur Boga. Alors, comment, si vous voulez, ces signaux que nous voyons influencent-ils, donc, si vous voulez, l'opinion nationale et internationale, ce que nous voyons maintenant? Non, ce que nous voyons maintenant, et moi je m'avais peut-être profité pour pouvoir répondre à votre question que vous aviez posée, à savoir que la CAPSI, voilà, la coalition pour l'alternative, comment dirais-je, pacifique, avait rencontré le RADP. Parce qu'à l'international, comment cela s'interprète? À l'international, les gens voient le leadership de M. Tidjane Thiam. Ça, c'est clair. Parce que c'est à cause de lui que le pouvoir est dans tous ses États. Mais la communauté internationale voit que
M. Laurent Gbagbo n'est pas fini. Parce que malgré son âge, etc., il a encore comment dire, des partisans mordicus. Donc, le jeu est tout à fait ouvert. Et la communauté internationale a pris peur au regard de ce qui se passe et a décidé vraiment de taper du poing sur la table. Je voulais saluer l'Union européenne qui, à travers ses sorties, joue quand même sa partition. Parce que nous, on n'est pas d'accord avec les institutions qui se taisent et qui ne se meuvent que lorsque il y a mort d'homme, lorsque le chaos est advenu. Ce n'est pas bien. Et donc, l'Union européenne joue sa partition. J'en appelle aussi à la représentante de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Il faut qu'elle se démarque, il faut qu'elle joue le rôle d'une représentante objective, neutre, plutôt que de pencher du côté du parti au pouvoir, parce que ça déséquilibre le jeu et puis ça nous met mal à l'aise en Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais dire, cher ami, que lorsque le parti au pouvoir est allé rencontrer la CAPSI, le PDCI n'était pas là, le FPI n'était pas là. Cher ami, moi, je n'y vois pas d'opposition, je n'y vois pas de contradiction. Moi, j'estime que, en tout cas, en tant qu'analyste, je me dis que tout cela participe de la démocratie et de la stratégie. Le président Gbagbo a haussé le ton et il n'est plus seul, il est avec Tidiane Thiam et le PDCI RDA qui ont mis en place le Front commun. Le Front commun est une réponse cinglante au RHDP en ce qui concerne le discours de violence, le discours de braquage, la non-négociation. Le RHDP nous a servi cela depuis le dernier dialogue politique qui est fini en mars 2022. Il a fallu simplement que M. Gbagbo et M. Tidiane Thiam se mettent ensemble pour que le RHDP commence à se dégonfler et sache qu'en face, il y a aussi une force violente. Et pour moi, c'est profitable pour l'opposition. Mais en même temps, il ne faut pas cracher sur ceux qui ne sont pas dans cette stratégie et qui ont adopté aussi le lobbying. Moi, je pense que ça paye. De deux côtés, l'objectif est le même, pardon, à savoir que le RHDP vienne aux discussions pour pouvoir prendre en compte toutes les revendications de l'opposition et des Ivoiriens. D'accord. Alors, on reviendra sur cette question un peu plus tard, après une autre émission. Nous sommes pris par les temps. On va aller donc très rapidement, docteur Bouga Sako. Hein. Au centre, si vous voulez, on a parlé de ce segment tout à l'heure, mais je vais revenir un peu sur ça. Au centre, si vous voulez, de toutes ces manœuvres, il y a évidemment donc disons, la grande question que de la candidature de M. Alassane Ouattara. Vous en avez parlé donc tout à l'heure, vous avez donné votre point de vue. À votre avis, vous avez l'impression que M. Ouattara n'ira pas à un quatrième mandat, mais pour beaucoup de personnes, il le fera. Et avant que je vous pose la question principale, est-ce que, si vous voulez, la stratégie de suspense de M. Ouattara est un signe d'hésitation selon vous ou bien de faiblesse? Or, moi, je pense qu'il a reculé. Il a reculé parce que oui, il a reculé, c'est tout simple. Et il n'y a que les gens du RHDP qui ne le voient pas. La façon dont ils ont organisé leur congrès, là, c'était la fête. En fait, pour eux, à l'organisation de leur congrès, l'élection était déjà pliée. Si M. Ouattara disait oui, mais ils allaient danser. Jusqu'à aujourd'hui, on n'allait même plus respirer. Quand M. Ouattara a dit qu'il va réfléchir, eux tous, ils ont pris la douche froide. Et ça nous donne de respirer dans notre propre pays. Et c'est pour ça que moi, je dis, selon mon analyse, M. Ouattara était déjà fort clos. Et moi, je pense qu'il ne va pas y aller. Maintenant, il voit lui-même le contexte. Hein, parce que je dis, avec le Front commun, ils ont donné l'occasion à l'opposition de se remobiliser à travers tout le pays. Si M. Ouattara veut remplir pour un quatrième mandat, la date du 25 octobre à laquelle ils sont si attachés là, il ne faut même pas rêver. Elle ne va même pas se tenir. Parce qu'on n'ira que de crise en crise. C'est ce que je vois. Et vous ne pouvez pas m'empêcher de dire ce que je pense. C'est clair. Et j'ai dit. Dans ces conditions, Dr Bouga Sako, je sais que vous êtes confiant qu'il ne se présentera pas, mais au cas où M. Ouattara décide d'aller à un quatrième mandat, quelles seraient donc les conséquences de sa candidature pour la stabilité politique du pays? Non, ça risquerait de bloquer le pays. Ça risquerait de bloquer le pays. Parce que le problème, c'est quoi?
c'est que si on était dans un système électoral objectif, on peut dire quatrième mandat, le quatrième mandat là même là. Or, si l'opposition est organisée en bloc, elle peut le faire plier. Mais en Afrique, quand les gens organisent les quatrième mandats, les troisième mandats, c'est pour les gagner forcément. S'il dit qu'il est candidat pour un quatrième mandat, ça veut dire que la CEI, il ne va pas la réformer. Cela veut dire que la liste électorale ne sera pas révisée. Donc, ça bloque tout le système électoral. C'est pour cela que moi, je suis persuadé que s'il annonçait sa candidature pour un quatrième mandat, cela bloquerait le pays. Parce que toutes les autres revendications ne passeraient pas du tout. Voilà ce que je pense. Et c'est pour cela que j'estime que pour lui-même et pour la Côte d'Ivoire, il est mieux qu'il se retire, qu'il remette les autres sur la liste électorale et que nous fassions les réformes qui s'imposent pour que l'élection ait lieu, soit le 25 octobre. Si on a pu faire les réformes assez tôt, parce que tout ça, c'est une question de volonté politique. Hein. En un mois, on peut régler toutes ces questions. Mais vous savez comment ils sont. Donc, sinon, on peut toujours tenir la date du 25 octobre. Mais si ça nécessite qu'on décale de 3 mois ou 6 mois, pourquoi pas, tant qu'on veut sauver la Côte d'Ivoire. Alors, des observateurs politiques parlent donc d'une recomposition du paysage politique, surtout après donc, la rencontre, vous en avez parlé tout à l'heure, du CAP avec le parti au pouvoir. On les a vus, hein, tout souris, tout beau, voilà, en absence donc du PDCI-RDA et du FPI. Pendant ce temps, le PDCI-RDA était donc en train donc et le et le PPACI se sont donc réunis, hein, pour consolider leur alliance ou bien leur union pour aller pour des élections. Alors, docteur Bouga, donc la question que je m'avais donc vous poser, hein, est-ce que le paysage politique aujourd'hui ivoirien n'est pas du tout bloqué par la guéguerre des Gbagbo? Quand je parle des Gbagbo, de Madame Gbagbo et de M. Laurent Gbagbo. On a l'impression que quand M. Gbagbo est à droite, Madame Simone va à gauche. Quand Madame Simone est à gauche, Laurent Gbagbo va à droite. Alors, comment voyez-vous un peu cela? Non, moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les jeux de personnes, il faut les dépasser. La Côte d'Ivoire ne se limitera pas à la vie euh, conjugale ou des deux personnalités, les babous. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de cela. Il faut aller au-delà de cela. Ce qui est intéressant à noter, c'est la maestria. La maestria et non la magistrat, hein, comme certains voulaient dire là-bas. C'est la maestria de M. Tidjane Thiam, qui est à la tête de la CAPSI et qui, en tant que parti politique individuel, est libre de ses actions, quoique dans une coalition, les coalitions sont claires là-dessus. Chaque parti est autonome et libre. Il a réussi à aller s'allier aussi au PDCI-RDA, au PPACI. C'est une grande prouesse. Si bien que, par la personnalité de Tidjane Thiam, toute l'opposition se trouve réunie. Je veux répéter, à droite, il est avec Simone, il est avec Afi, il est avec Blé, il est avec Kaé Eric, il est avec Pony Clavry, etc. À gauche, il est avec Babo, le tout-puissant Babo. Et lui, il est le tout-puissant PDCI. L'opposition se trouve réunie. Maintenant, mon discours, c'est celui de casser toutes les velléités de se contre-attaquer. Oui, le PDCI n'était pas à la rencontre avec, chez Simone Gbagbo avec le RADP. Mais le PDCI sait que le courrier est parti depuis longtemps. La première réponse du RADP était de dire non, ils n'ont pas le temps. C'était une question de calendrier. Est-ce que fondamentalement, pour des détails, alors que l'objectif est en train d'être atteint, il faut se disloquer? Moi, je pense que non. Aujourd'hui, de mon point de vue, l'homme le plus heureux s'appelle Tidjane Thiam. Il a scellé le même jour une alliance mise en œuvre avec le PPACI au siège du PDCI-RDA, mais en même temps, le même jour, sa coalition, la CAPSI, a reçu, a dégonflé les gens du pouvoir qui ne voulaient pas discuter. Comme ça chauffe sur, il faut parler un peu comme nos étudiants, comme ça chauffe sur eux avec le Front commun, ils ont cherché la route pour aller
trouver la CAPSI. Mais la CAPSI, là, c'est Tidiane Thiam. Maintenant, moi, ce que je dis, si demain matin, les travaux entamés par la CAPSI aboutissent à l'ouverture du dialogue politique avec le gouvernement, est-ce qu'on ne va pas applaudir, cher ami? On va tous applaudir. In fine, on va obtenir la remise de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale, la remise de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, de Blé Goudé, de Soro Guio, de Akosi Benjo. Moi, je pense qu'il faut qu'on avance. Voilà ce que je pense. Vous m'avez permis de faire une lecture scientifique de mon point de vue, plutôt que de rester là à vous attaquer, parce qu'en ce moment-là, vous allez donner raison au RHDP qui se réjouit d'être allé dans un camp de façon à ce que vous puissiez vous disloquer. Et puis, pour terminer, je ne suis pas très fier, même si le discours du président Laurent Gbagbo de Front commun est nécessaire pour que le RHDP recule, et ça a marché, je ne suis pas non plus d'accord que nous gardions la seule voie de la fermeté, de la rigidité, en crachant sur les voies du lobbying, de la négociation. Il faut que l'opposition sache que c'est toutes les voies qui mènent à Rome aujourd'hui. Je peux aller à Rome de Washington, je peux aller à Rome de Paris, je peux aller à Rome d'Abidjan. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bouga Sako. En résumé, hein, entre arrestation, parrainage contesté, CEI fragilisé et incertitude sur la candidature donc, du président sortant, la Côte d'Ivoire avance donc vers un scrutin décisif dans un climat très chargé. Reste à savoir si ce rendez-vous démocratique sera donc l'occasion d'une véritable expression populaire ou d'une nouvelle crise politique. Merci, docteur Bogasako Gervais, d'avoir répondu à nos questions pour vos analyses, j'allais dire, éclairantes pour tous ceux qui nous suivent. Vous êtes très, très, très suivis et très écoutés. Avant de vous laisser partir pour la prochaine édition, certainement le samedi prochain, Maître Boga, votre mot d'espoir pour ces Ivoiriens qui sont très nombreux qui vous écoutent, allez-y. Et puis, s'il y a un sujet que vous pensez que nous n'avons pas abordé, vous pouvez certainement aborder rapidement dans votre conclusion. Ma conclusion sera très simple, parce que heureusement, nous avons balayé tous les sujets phares. Mon discours, c'est de dire à l'opposition, attention, attention à la division. Vous venez de loin, le président Laurent Gbagbo vient de loin aussi, dans une coalition qu'il a toujours souhaité, depuis Bonoa, où il avait lancé cet appel. Aujourd'hui, il a lancé le mouvement Trop c'est trop, qui est en train de réunifier tous les Ivoiriens. Il ne faut pas critiquer les autres qui procèdent aussi dans le lobbying. Nous tous, nous nous battons pour le même pays, nous nous battons pour le même objectif, la paix dans notre pays à travers une élection inclusive et apaisée. Il faut garder le cap. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que les frères du RHDP que j'ai vus chez Mme Simone Gbagbo, j'ai reconnu mon frère Amédée Kouakou, j'ai reconnu le chef de cabinet du président de la République qui était aussi un ami et un frère, j'ai reconnu le ministre Bakongo qui est aussi un ami et un frère. Est-ce qu'on ne peut pas se parler parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on est milliardaire? On pense qu'on a atteint le ciel. Les amis, attention, le pouvoir là, il grise l'esprit. Mais le pouvoir là, quand il vous échappe, après ça fait très pitié. Soyez réalistes. Ceux qui sont en face de vous là, ce sont vos frères. Qu'est-ce qui vous dit que demain, ce ne sont pas eux qui seront au pouvoir? Qu'est-ce qui vous le dit? La démocratie, elle a ceci de très beau que quand tu as fini ta part, le peuple tranche. Et le peuple peut trancher pour l'opposition. Il appartient à l'opposition de savoir s'organiser. Et moi, je dis qu'il s'agisse de l'opposition qui gagne l'élection, qu'il s'agisse du pouvoir qui gagne l'élection, tant que le jeu est transparent, je ferai allégeance au prochain président de la République élu conformément à la volonté du peuple ivoirien. En dehors de cela, nous nous battrons. Mais le quatrième mandat, là, il est hors de question. Et j'ai dit que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est donc pris pour tous les samedis, hein, à partir donc de 10h, heure donc de New York, 14h, heure d'Abidjan, et 16h, heure donc de Paris, avec l'émission Côte d'Ivoire, Labo Côte d'Ivoire, c'est bien ça, c'est ça, voilà. Avec le docteur Boga Sako, donc Gervais. Docteur Boga, merci beaucoup, et puis surtout, hein, portez-vous bien. Mais avant certainement donc de vous laisser partir, est-ce qu'il y a déjà des négociations avec certainement le parti au pouvoir ou bien des cadres de la société civile pour votre retour au pays avant les élections présidentielles? Mon retour au pays, ce n'est pas. C'est vrai que c'est un sujet national puisque
à travers les réseaux, les médias, que les autorités de mon pays ont braqué, ont brandi les chefs d'accusation, me traitant de terroriste et tout cela. Mais le sujet de mon retour n'est pas d'abord à l'ordre du jour. Je pense que d'ici, je participe activement à la vie sociopolitique, je fais des propositions, je suis en permanence en contact avec mes amis et frères du pays, je fais des propositions et donc le moment venu, cette question sera sur la table. Voilà, le moment venu, le sujet sera Merci beaucoup, Dr. sur la table, autant pour moi. Bon week-end. Merci beaucoup.